J'ai passé plus de 4 semaines dans l'unité de soins intensifs à me battre pour ma vie, à fixer un plafond vide, en me demandant si j'allais voir le lendemain. Pendant ces 31 jours de douleur atroce, pas une seule personne de ma famille n'a franchi les portes de l'hôpital. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère. J'ai survécu seul. Mais la véritable trahison est survenue exactement un mois plus tard, lorsque ma mère m'a envoyé un SMS pour exiger que je signe l'acte de propriété de ma maison construite sur mesure, afin que mon frère bon à rien puisse avoir un bel endroit pour sa nouvelle femme. Il voulait que je sois sans abri, après m'avoir laissé pour mort. Alors, j'ai acheté une tente jouet bon marché, je la leur ai envoyée par la poste et je leur ai dit qu'ils pouvaient vivre dedans. Ce qui s'est passé ensuite a détruit ma famille toxique pour toujours. Laissez-moi vous raconter comment j'ai réduit leur vie en miettes. Je m'appelle Silu. J'ai 32 ans et je dirige une entreprise de chauffage et de climatisation commerciale. J'ai construit ma vie de mes propres mains, pleine de cales et de cicatrices après des années à serrer des clés à molette et à couper de la tôle dans un froid glacial. Je n'ai jamais demandé un seul centime à ma famille, ce qui est drôle, car ils ont toujours semblé penser que ce qui était à moi était à eux. Tout a commencé un mardi ordinaire de novembre. J'étais sur une nacelle élévatrice sur un immense chantier d'entrepôt, en train de vérifier les conduits de ventilation. Soudainement, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'enfonçait un couteau chauffé à blanc directement dans l'estomac. J'ai laissé tomber ma perceuse. La douleur était si aveuglante, si absolue, que ma vision est devenue complètement blanche. Je me suis effondré là, sur la plateforme métallique. Mon équipe a dû descendre la nacelle et appeler une ambulance. Le temps que j'arrive aux urgences, mon appendice avait éclaté et une septicémie sévère inondait déjà mon système sanguin. Les médecins m'ont dit plus tard que mon corps était en train de lâcher rapidement. J'avais besoin d'une opération d'urgence immédiate, où je n'allais pas me réveiller. Ils m'ont tendu mon téléphone pour que je passe mes appels, pendant que les infirmières déchiraient ma chemise de travail et m'inséraient 4 perfusions dans les 2 bras. Mes mains tremblaient si violemment que j'arrivais à peine à déverrouiller l'écran. J'ai appelé ma mère, Mav. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. Je pouvais entendre de la musique jazz et des verres qui trinquent en arrière-plan. Maman, ai-je haleté, les mots s'arrachant de ma gorge sèche. Maman, je suis à l'hôpital. Mon appendice a éclaté. L'infection est grave. Il m'emmène en chirurgie d'urgence maintenant. J'ai vraiment peur. Il y a eu une pause sur la ligne. Je m'attendais à un cri de surprise. Je m'attendais à ce qu'elle demande dans quel hôpital. Je m'attendais à la panique. Au lieu de ça, elle a poussé un long et lourd soupir d'agacement. Silu, ton timing est vraiment mal choisi, dit-elle, sa voix suintant l'irritation. Nous sommes sur le lieu de réception en train de regarder les options de traiteur pour la fête de fiançailles de Kaline. Tu sais à quel point ton frère est stressé pour que tout soit parfait. Nous sommes incroyablement occupés en ce moment. Prends une aspirine et repose-toi. Appelle-nous demain quand tu te sentiras mieux. Avant même que je puisse comprendre ce qu'elle venait de dire, avant que je puisse lui dire que je pourrais littéralement mourir sur la table d'opération dans 10 minutes, la ligne est devenue silencieuse. Elle m'avait raccroché au nez. Je suis resté allongé sur le brancard, fixant l'écran lumineux de mon téléphone, les sons chaotiques des urgences s'estompant en un bourdonnement sourd. Le chirurgien est entré, un presse-papier à la main, me regardant avec des yeux graves. Il a demandé si ma famille était en route. J'ai dégluti difficilement, sentant un vide glacial se propager dans ma poitrine, qui n'avait rien à voir avec l'infection. Non, lui ai-je dit, personne ne vient. J'ai tendu mon téléphone à une infirmière et j'ai laissé l'obscurité m'emporter alors que l'anesthésie faisait effet. L'opération a été brutale. Ils ont dû m'ouvrir en grand pour nettoyer l'infection. Quand je me suis réveillé, j'étais branché à plus de machines que je ne pouvais en compter. La douleur était différente de tout ce que j'avais jamais connu. Une agonie constante et déchirante à chaque respiration. J'ai tourné lentement la tête vers la porte, espérant comme un enfant stupide que peut-être mes parents avaient réalisé à quel point c'était grave. Peut-être qu'ils attendaient sur les chaises. Il y avait un seul fauteuil en vinyle à côté de mon lit. Il était parfaitement vide. Il est resté vide pendant 31 jours. Ai-je mentionné que les drames familiaux sont une drôle de chose? Parce que parfois, il faut frôler la mort pour enfin voir la vérité. Rester allongé dans un lit d'hôpital pendant 31 jours vous donne beaucoup de temps pour réfléchir.
Ça vous donne le temps de construire un musée mental de chaque fois où votre famille vous a fait sentir comme une ordure. Je fixais les dalles du plafond, comptant les petits trous dans les panneaux acoustiques, et je laissais les souvenirs m'envahir. J'étais le bouc émissaire. Kaline était l'enfant chéri. Il en avait toujours été ainsi. Je me souviens, quand j'avais 19 ans. J'avais cumulé 2 emplois pendant un an pour acheter un vieux pick-up Ford déglingué. C'était une épave, mais c'était la mienne. Une nuit, Kaline, qui avait 17 ans à l'époque, a volé les clés sur le comptoir de la cuisine pendant que je dormais, a emmené le pick-up pour une virée avec ses amis et l'a enroulé autour d'un poteau téléphonique. Le pick-up était une épave totale. Quand la police l'a ramené à la maison, mon père, Gideon, n'a pas crié sur Kaline. Il a crié sur moi. Il m'a crié dessus pour avoir laissé mes clés là où Kaline pouvait les trouver. Il m'a forcé à m'excuser auprès de mon frère pour l'avoir mis en danger avec un véhicule trop difficile à conduire. J'ai dû prendre le bus pour aller travailler pendant encore 2 ans. 6 mois plus tard, Kaline a eu une berline toute neuve pour sa remise de diplôme. Puis il y a eu le jeu. Kaline se prenait pour un génie de la crypto-monnaie et un prodige des paris sportifs. À 24 ans, il était endetté jusqu'au cou. Des usuriers appelaient à la maison. Qu'ont fait mes parents? Ils ont vidé une énorme partie de leur épargne retraite pour le renflouer. Ils ont appelé ça un investissement dans son avenir. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, rampant dans l'isolation en fibre de verre par des températures glaciales, économisant chaque centime pour pouvoir acheter un terrain à la périphérie de la ville. J'ai construit ma maison de A à Z. J'ai coulé le béton. J'ai posé les câbles. J'ai installé la tuyauterie. Mes parents ne sont jamais venus la voir une seule fois pendant que je la construisais. Ils disaient que les chantiers étaient trop sales. À l'hôpital, la réalité de mon isolement est devenue insupportable. Les infirmières ont commencé à le remarquer. On ne peut pas cacher le fait que personne ne vous rend visite quand le type dans le lit d'à côté a un défilé de ballons et de visiteurs chaque après-midi. Une infirmière nommée Maria, une gentille dame plus âgée aux yeux bienveillants, est entrée un soir pour vérifier mes constantes. Elle a regardé le registre des visiteurs intact au pied de mon lit, puis m'a regardé avec une profonde pitié. « Mon petit, dit-elle doucement en ajustant ma couverture, voulez-vous que j'appelle quelqu'un ? Nous avons besoin d'un membre de la famille pour signer ces formulaires de consentement mis à jour pour vos antibiotiques secondaires. » J'ai secoué la tête, sentant une larme chaude couler sur ma joue. J'ai tourné mon visage vers le mur pour qu'elle ne la voie pas. Il n'y a personne à appeler, Maria. Laissez-moi simplement les signer. La seule personne qui a pris contact avec moi fut mon oncle de clan. C'est le frère cadet de ma mère, un homme dur et pragmatique qui travaille sur des plateformes pétrolières en mer. Il m'a appelé au 14e jour, quand il a enfin eu du réseau au milieu de l'océan. Il était furieux quand il a appris que j'étais en soins intensifs. Il a demandé si Mav et Gideon prenaient soin de moi. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que le fauteuil était vide. Je pouvais l'entendre jurer violemment à travers les grésillements du téléphone satellite. Il m'a dit qu'il était coincé sur la plateforme pour encore 3 semaines, mais a promis qu'il viendrait me voir à la seconde où ses bottes toucheraient la terre ferme. Il m'a dit de rester fort. Ce court appel téléphonique a été la seule bouée de sauvetage que j'ai eue. Mais à mesure que les jours passaient, la tristesse s'est consumée, laissant derrière elle une colère dure et froide. Je surveillais mon téléphone. Ma mère m'a envoyé exactement 3 SMS durant tout ce mois. Pas pour me demander des nouvelles de mes enzymes hépatiques défaillantes, ni pour savoir si je pouvais déjà manger de la nourriture solide. Au 10e jour, elle a texté « Assure-toi d'annuler ton abonnement Netflix si tu ne l'utilises pas. Kaline veut utiliser le compte, mais ça dit qu'il y a trop d'écran. » Au 20e jour, j'ai vu quelque chose qui a finalement brisé le dernier fil d'attachement que j'avais pour eux. Je parcourais les réseaux sociaux, m'ennuyant à mourir, et j'ai vu une publication de ma tante. C'était une photo de groupe de mes parents, de Kaline et de sa fiancée, souriant vivement devant une immense maison témoin de luxe. La légende disait « À la recherche d'une maison avec les heureux futurs mariés ». Tellement fiers du nouveau chapitre de Kaline. Ils étaient en train de faire du lèche-vitrine pour des manoirs, pendant que j'étais branché à une machine pour combattre une septicémie. S'ils me voulaient mort, ils allaient être très déçus. J'ai été autorisé à sortir un jeudi matin. Il pleuvait, une averse froide et misérable qui correspondait exactement à mon humeur.
Le personnel de l'hôpital m'a poussé jusqu'au trottoir en fauteuil roulant car j'étais encore trop faible pour marcher sur de longues distances. J'avais l'impression que mes jambes étaient faites de sable mouillé. Je suis resté assis sur le trottoir pendant 45 minutes à attendre un taxi, grelottant dans une veste fine, serrant un sac en plastique rempli d'analgésiques puissants et d'antibiotiques. Personne n'est venu me chercher. Je n'ai même pas pris la peine de leur demander. Le taxi m'a déposé au bout de mon allée. Je suis resté là sous la pluie, à regarder la maison que j'avais construite de mes propres mains. C'était un endroit magnifique, une maison de style chalet moderne avec un revêtement en bois sombre et de grandes fenêtres, entourée de grands pins. C'était mon sanctuaire. Mais aujourd'hui, elle semblait juste sombre et vide. Je me suis traîné jusqu'aux marches du porche, chaque mouvement envoyant une onde de choc douloureuse à travers mes muscles abdominaux en guérison. J'ai déverrouillé la porte et l'ai poussée. L'air à l'intérieur était vicié. Des grains de poussière dansaient dans la lumière grise qui filtrait par les fenêtres. Le courrier était empilé sur le sol en un tas énorme et chaotique, là où le facteur l'avait glissé par la fente pendant un mois. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir. Le silence dans la maison était assourdissant. Il semblait plus lourd que le silence de la chambre d'hôpital. Je me suis dirigé lentement vers la salle de bain pour changer mes pansements chirurgicaux. Le médecin m'avait donné des instructions strictes pour garder l'énorme incision propre. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai retiré ma chemise. J'avais l'air d'un fantôme. J'avais perdu 20 livres que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Mes pommettes étaient saillantes. Mes yeux étaient cernés de poches violettes foncées. Et une cicatrice rouge, irrégulière et en colère, parcourait le centre de mon ventre. J'ai tâtonné avec les paquets de gaz stériles. Mes mains étaient encore faibles et maladroites après avoir été alitées. J'ai essayé de décoller le support du ruban adhésif médical, mais mes doigts ont glissé. Le rouleau de ruban est tombé sur le sol, roulant sous le lavabo. Je me suis penché pour le ramasser, et un spasme de douleur aiguë m'a déchiré le torse. Je me suis effondré sur le carrelage froid de la salle de bain, me tenant le ventre, à bout de souffle. Je suis resté assis là, sur le sol, grelottant, entouré de fournitures médicales, entièrement seul. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes à l'hôpital. Au lieu de cela, une clarté profonde m'a envahi. J'ai réalisé que si j'étais mort sur cette table d'opération, ma mère se serait plainte d'avoir à acheter une robe noire. Mon père se serait plaint du coût des funérailles, et Caline aurait immédiatement essayé de voir comment toucher mon assurance vie. J'ai réussi à me relever, à finir le pansement et à me glisser dans mon lit. J'ai dormi 14 heures d'affilée. Au cours du mois suivant, je me suis entièrement concentré sur ma guérison. Je me forçais à marcher dans la maison. Je me forçais à manger. Je gérais mon entreprise depuis mon ordinateur portable, coordonnant mes équipes à distance. Mes gars ont vraiment assuré, maintenant les contrats en cours pendant que je guérissais. Je n'ai pas appelé ma famille. Ils ne m'ont pas appelé. C'était une confrontation silencieuse, et ça me convenait. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que nous avions atteint un point d'ignorance mutuelle. J'avais tort. L'audace d'une famille toxique ne connaît absolument aucune limite. Exactement 31 jours après mon retour à la maison, correspondant au nombre exact de jours que j'ai passé à pourrir dans ce lit d'hôpital, mon téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. C'était un message de ma mère. J'ai fixé l'écran, mon cœur battant un peu plus vite. Une petite partie stupide de mon cerveau pensait que peut-être, juste peut-être, elle demandait enfin de mes nouvelles. Peut-être que la culpabilité l'avait enfin rattrapée. J'ai déverrouillé le téléphone et ouvert le message. Il n'y avait pas de salutation, pas de « comment vas-tu ?» Juste une exigence si folle, si profondément déconnectée de la réalité, que j'ai éclaté de rire tout seul dans ma cuisine vide. La goutte d'eau avait finalement fait déborder le vase, et un raz-de-marée de pure humiliation et de rage sans mélange était sur le point de tous les noyer. Voulez-vous savoir ce qu'elle a dit? J'ai fixé l'écran lumineux, lisant le message 3 fois pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Le texto de ma mère disait exactement ceci: Silu, Caline et sa fiancée ont essayé d'acheter la maison que nous avions visitée, mais la banque a refusé leur prêt hypothécaire à cause de vieilles dettes de cartes de crédit. Ils sont dévastés. Caline a besoin d'une maison pour que sa nouvelle famille puisse commencer sa vie correctement. Tu es célibataire et tu n'as pas besoin de cette immense maison que tu as construite tout seul.
Nous avons besoin que tu lui cèdes ta propriété aujourd'hui. Tu peux lui faire don de l'acte de propriété. C'est la bonne chose à faire pour la famille. Tu peux louer un petit appartement plus près de tes chantiers. J'ai arrêté de respirer une seconde. Lui faire don de l'acte. Lui céder ma propriété aujourd'hui. Ma maison. Le terrain que j'ai défriché moi-même. Les fondations que j'ai coulées. Le toit que j'ai martelé sous une chaleur accablante. Il voulait que je la donne simplement au frère qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, simplement parce que ses habitudes de jeu avaient ruiné sa cote de crédit. Et il voulait que moi, un homme se remettant d'une chirurgie abdominale majeure, j'emballe ma vie et que j'aille louer un minuscule appartement. Mon téléphone a sonné dans ma main. C'était mon père qui appelait. J'ai répondu, je l'ai mis sur haut-parleur et je l'ai jeté sur l'îlot de la cuisine. Silu, as-tu lu le message de ta mère? La voix de Gideon a retenti à travers le haut-parleur. Il ne sonnait pas comme un homme demandant une faveur. Il sonnait comme un patron donnant un ordre. Ouais, je l'ai lu, ai-je dit, ma voix dangereusement calme et plate. Bien. L'avocat a dit qu'on pouvait faire un acte de transfert rapide pour le titre de propriété. Ça évitera de lourdes taxes. Kalin passe à 3 heures pour récupérer les clés afin qu'il puisse commencer à mesurer pour les meubles. N'en fais pas tout un plat, Silu. La famille, c'est tout. Tu as toujours été égoïste avec ton argent. Il est temps que tu prennes tes responsabilités et que tu soutiennes ton frère. Il parlait de ma maison comme si c'était une télévision de rechange que je n'utilisais pas. Tu penses que je vais donner ma maison à Kalin? Ai-je demandé, les mots ayant un goût d'acide dans ma bouche. J'ai failli mourir il y a un mois, papa. Vous n'êtes même pas venu me voir. Et maintenant, vous voulez ma maison. Gideon a ricané bruyamment. Arrête d'être si dramatique, Silu, tu avais un mal de ventre et tu as eu des antibiotiques. Tu vas bien maintenant. Arrête de jouer la victime. Kalin fonde une famille. Tu n'es qu'un gars seul. Tu n'as pas besoin de 3 chambres et d'un jardin. Et les papiers imprimés quand il arrivera. Il a raccroché, comme ça. Leur arrogance pure m'a donné le vertige. Ils avaient réduit mon expérience de mort imminente à un mal de ventre, et ils se sentaient complètement en droit de posséder mon plus grand bien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Un calme terrifiant et glacial s'est installé en moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur un site de vente en ligne. J'ai cherché du matériel de camping pour enfants. J'ai trouvé une tente jouet imperméable vert néon vif, destinée aux tout-petits. Elle coûtait 35 $. Je l'ai achetée et j'ai payé un supplément pour une livraison express en 2 heures. En attendant, j'ai rangé tous les outils qui restaient dans mon garage, m'assurant qu'absolument rien de valeur ne traînait. Quand le livreur a déposé la boîte sur mon porche, je l'ai rentrée. Je n'ai même pas ouvert la boîte d'expédition. J'ai pris un gros marqueur noir et j'ai écrit sur le côté du carton, « Voici ta nouvelle maison, Kalin. Essaie de ne pas perdre les fermetures éclairs au jeu. » J'ai pris une photo de la boîte. J'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé la photo à ma mère. En dessous, j'ai tapé un message très simple. Dis à Kalin qu'il peut vivre là-dedans. Bonne chance. Puis, je suis allé dans les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué le numéro de Kalin. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai engagé le pen dormant, j'ai fait glisser le lourd verrou à chaîne, et je suis allé dans la cuisine pour me faire un sandwich. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais que jeter une allumette dans un seau d'essence provoquerait une explosion, et j'étais entièrement préparé à les regarder brûler. Le silence a duré exactement 45 minutes. Puis les sbires sont descendus. Comme mes parents et mon frère étaient bloqués, ils ont immédiatement déployé la famille élargie pour faire leur sale boulot. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir de la cuisine comme un marteau-piqueur. C'était ma tante Freya, la sœur de mon père, et son fils, mon cousin Sorin. Ces deux-là étaient connus pour fourrer leur nez dans les affaires de tout le monde et pour croire aveuglément à n'importe quelle histoire que mon père racontait. Je les ai débloqués juste assez longtemps pour voir le barrage de messages qui affluait. Freya a envoyé un énorme paragraphe, « Silu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta mère fait une crise de panique dans sa cuisine à cause de ta cruauté. Kalin est en larmes. Comment peux-tu être aussi ingrat?
Tu as cette entreprise de CVC prospère parce que cette famille t'a apporté un soutien émotionnel en grandissant. Donner ta maison à ton frère est le moins que tu puisses faire pour remercier tes parents de t'avoir élevé. Tu es un narcissique dégoûtant et avide. Soutien émotionnel. Gideon m'avait littéralement fait payer un loyer le jour de mes 18 ans et m'avait dit de me débrouiller. Sorin a suivi, mec, tu es pathétique. Envoyer une tente pour enfants. C'est tordu. Oncle Gideon a dit que tu avais promis à Kaline que tu l'aiderais et maintenant tu te défiles à la dernière minute et tu le laisses sans abri. Les vrais hommes ne rompent pas leurs promesses. Je lisais ces messages délirants quand des coups lourds et rythmés ont commencé à frapper à ma porte d'entrée. Ce n'était pas le martèlement frénétique d'un frère en colère. C'était le poing solide et lourd de quelqu'un qui ne plaisantait pas. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Sur mon porche, tenant un énorme sac de sport et ayant l'air d'un nuage d'orage, se tenait mon oncle de clan. Il était de retour de la plateforme pétrolière. J'ai déverrouillé la porte. Il est entré, a laissé tomber le sac et m'a serré dans une étreinte d'ours qui a presque fissuré mes côtes. J'ai gémi légèrement, et il a immédiatement reculé, me scrutant de haut en bas. « T'as une sale gueule, gamin » a-t-il grommelé, son épais accent irlandais transparaissant. « Content de te voir aussi, oncle Deck » ai-je réussi à esquisser un faible sourire. Il n'a pas souri en retour. Il a marché jusqu'à la cuisine, a pris une bière dans le frigo, l'a décapsulée et l'a claquée sur le comptoir. « Assieds-toi » a-t-il ordonné. « On doit parler des saloperies que ta mère raconte à toute la famille. » Je me suis assis, me préparant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Declan a pris une longue gorgée de sa bière. Quand tu étais à l'hôpital, j'ai appelé Mav pour lui demander pourquoi diable il n'était pas avec toi. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit à toute la famille élargie que tu avais complètement interdit toutes les visites. Elle a dit que tu prétendais vouloir méditer et guérir de manière holistique dans un silence absolu, et que tu avais menacé d'appeler la sécurité si quelqu'un se présentait. Elle a joué la mère au cœur brisé à la perfection. La moitié de la famille était désolée pour elle parce que son fils était si froid. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents m'ont fait mal. Elle a utilisé mon isolement, un isolement qu'elle a créé, pour se faire passer pour la victime. Mais attends, ce n'est pas tout, a dit Declan, ses yeux se rétrécissant. Sorin vient de m'appeler en se plaignant d'une maison. Apparemment, Mav a dit à tout le monde qu'il y a un an, tu avais promis de donner à Kaline 100 000 $ pour un acompte comme cadeau de mariage. Elle a dit que vous aviez scellé l'accord. Et maintenant que le mariage approche, tu as refusé de payer, ce qui explique l'échec de son prêt hypothécaire. Je fixais Declan, mon esprit tourbillonnant. 100 000 $. Je ne lui avais jamais promis un centime. Je n'avais même pas parlé à Kaline depuis 6 mois. Declan se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure bas et dangereux. Je sais, Silu. Je sais qu'ils mentent, mais tu dois m'écouter très attentivement. En revenant, j'ai croisé un de mes potes qui travaille à la caisse de crédit locale. Il connaît Gideon. Il m'a dit, officieusement, que Gideon et Mav sont venus il y a 3 semaines. Ils ont contracté un énorme prêt personnel à taux d'intérêt élevé. Et Silu, ils ont utilisé une société écran avec un nom très similaire à celui de ton entreprise de CVC comme garantie. Je pense qu'ils ont falsifié ta signature en tant que garant pour obtenir l'argent afin de rembourser le bookmaker de Kaline. L'air m'a manqué. Ils ne m'avaient pas seulement abandonné. Ils n'avaient pas seulement essayé de voler ma maison. Ils essayaient de détruire toute mon existence financière pendant que j'étais inconscient dans un lit d'hôpital. Une personne normale aurait peut-être complètement perdu la tête à ce moment-là. Elle aurait pu attraper une batte de baseball, conduire jusqu'à la maison de ses parents et briser toutes les fenêtres. Mais je ne suis pas une personne normale. Travailler dans des conditions extrêmes vous apprend à contrôler votre panique. On ne crie pas quand un fil sous tension fait des étincelles. On coupe le courant. J'ai regardé oncle Declan. J'ai senti un sourire terrifiant se dessiner sur mon visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un homme à qui on vient de donner la permission de mener une guerre absolue. Declan, ai-je dit doucement, j'ai besoin d'une faveur. Dis toujours, gamin. J'ai besoin que tu me conduises à l'hôpital, tout de suite. 20 minutes plus tard, j'étais assis dans le bureau stérile et bien éclairé d'Orson, le directeur de la gestion des risques de l'hôpital où j'avais passé ces 31 jours. Je lui ai expliqué la situation.
J'ai expliqué que ma famille répandait des rumeurs malveillantes selon lesquelles le personnel de l'hôpital leur avait interdit l'entrée sur la base de mes prétendues exigences. Je lui ai dit que ce mensonge nuisait à ma réputation personnelle et professionnelle. Orson était un type vif dans un costume impeccable. Il n'aimait pas l'idée que l'hôpital soit entraîné dans une affaire de diffamation. Il a ouvert mon dossier sur son ordinateur. Monsieur Silu, dit-il en cliquant avec sa souris, nos dossiers sont méticuleusement tenus, surtout en soins intensifs. Voyons voir ici. Il a lu l'écran et ses sourcils se sont haussés. Eh bien, c'est tout le contraire d'une interdiction de visite. Que dit-il, Orson? Ai-je demandé. Il est indiqué ici qu'aux dates du 14, 18 et 22 novembre, le personnel infirmier a passé des appels sortant aux contacts d'urgence listés, Mav et Gideon. Les notes indiquent que le patient, c'est-à-dire vous, était en détresse importante et demandait spécifiquement la présence de sa famille. Les notes de l'infirmière Maria du 22 indiquent « Contactez la mère ». La mère a déclaré qu'elle était trop occupée par l'organisation d'une fête pour se déplacer. A demandé au personnel d'arrêter d'appeler. Je veux une copie certifiée conforme de ce dossier, Orson. Chaque page, tamponnée et signée par vous. Orson a hoché lentement la tête. Je peux faire ça. C'est votre dossier médical. Vous y avez droit. Après avoir quitté l'hôpital avec une épaisse enveloppe en manie de preuves indéniables, je suis allé directement au bureau de mon avocat d'affaires. J'ai déballé les informations sur le prêt frauduleux sur son bureau. Mon avocat, un requin nommé Vance, a immédiatement lancé une vérification approfondie des activités financières récentes de mes parents. Il lui a fallu 2 heures pour trouver la piste documentaire. Declan avait raison. Mes parents avaient créé une SARL avec un nom à une lettre près de celui de mon entreprise. Ils avaient utilisé de faux en-tête de lettres et une signature falsifiée pour garantir un prêt de 60 000 $ auprès d'un prêteur prédateur. Ils ont utilisé cet argent pour éponger les dettes de jeux clandestines de Kaline afin que son rapport de crédit ne montre pas l'activité illégale, espérant que la banque approuverait son prêt hypothécaire. Lorsque le prêt a tout de même échoué, ils ont paniqué, réalisant qu'ils avaient un énorme prêt à rembourser et aucun actif à montrer en contrepartie. C'est pourquoi ils avaient soudainement besoin de ma maison. Ils allaient la vendre sous mon nez pour se sauver de poursuites pour fraude fédérale. Ils ont creusé leur propre tombe, a dit Vance, en regardant les documents. La fraude est si grossière qu'un étudiant en première année de droit pourrait la démolir. Voulez-vous que j'appelle la police? Nous pouvons les faire arrêter avant le dîner. J'ai regardé les documents. J'ai pensé aux 31 jours de silence. J'ai pensé aux fauteuils vides. Les arrêtés étaient trop rapides, trop privés. Ils se souciaient de leur image, de leur statut social et de leur parfait enfant chéri plus que tout au monde. Non, ai-je dit à Vance. N'appelez pas les flics tout de suite. Rédigez une mise en demeure. Rédigez un avis de rupture complète de tous les liens d'urgence et légaux, et préparez un dossier sur cette fraude financière. Je vais m'en occuper personnellement. Le dîner de fiançailles officiel de Kaline, un grand événement avec traiteur réunissant toute notre famille élargie et ses riches futurs beaux-parents, était prévu pour le samedi soir dans un country club huppé. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais j'allais y assister quand même. Et j'amenais l'enfer avec moi. Si vous appréciez cette histoire de karma ultime, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à la vengeance. Le samedi soir du dîner de fiançailles était exceptionnellement doux. J'ai passé l'après-midi à la salle de sport, poussant mon corps plus fort qu'il ne l'avait jamais fait depuis l'opération. Je voulais me sentir fort. Je voulais ressembler à l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, pas à la carcasse pathétique d'un être humain qu'ils avaient laissé pourrir dans un lit d'hôpital. J'ai enfilé un costume gris anthracite impeccable, non pas parce que je me souciais d'être beau pour eux, mais parce que c'était une armure. Declan m'a conduit au country club. Le parking était rempli de véhicules de luxe, le genre d'excès dont Kaline raffolait. En nous dirigeant vers la grande salle de bal, je pouvais entendre le son étouffé d'un quatuor à cordes et le bourdonnement des conversations. C'était l'image d'un bonheur parfait et fabriqué. Je me suis arrêté devant les portes vitrées, regardant à travers mes parents. Mav portait une robe qui coûtait sûrement plus que mon premier mois de loyer, riant en servant du champagne aux futurs beaux-parents.
Kaline avait l'air lisse et arrogant, posant pour des photos. C'était nauséabond. Nous sommes entrés. La transition du hall à la salle de bal était comme entrer dans un autre monde. Le maître d'hôtel s'est avancé, l'air confus en vérifiant son plan de table. « Monsieur, c'est un événement privé », a-t-il commencé, sa voix polie mais ferme. « Je suis ici pour voir les invités d'honneur », ai-je dit, ma voix stable. Je n'ai pas attendu qu'il m'arrête. J'ai marché droit au milieu de l'allée centrale de la salle de bal. La musique jouait une douce valse. Les gens se sont tournés pour regarder l'homme en costume qui n'avait pas sa place ici. Le bavardage s'est tu, remplacé par une vague de confusion. Mav a été la première à me voir. Elle s'est figée, sa flûte de champagne en suspens à mi-chemin de ses lèvres. Gideon s'est levé de sa chaise, son visage devenant d'un violet profond et dangereux. Kaline m'a regardé comme s'il voyait un fantôme, sa main se resserrant sur le bras de sa fiancée. Silu, a chuchoté Mav, le son traversant la pièce. Silu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas invité. C'est un moment familial privé. Je me suis arrêté devant leur table. Je n'ai pas regardé Kaline. Je n'ai pas regardé sa fiancée. J'ai regardé directement Gideon. Papa, ai-je dit, le son de mon propre nom semblant puissant, tu as dit que Kaline avait besoin d'aide pour s'installer dans sa nouvelle vie. Tu as dit que la famille, c'est tout. J'ai pensé que je passerais voir comment se passait le processus d'installation. Gideon s'est jeté sur moi, les poings serrés. Espèce de petit con arrogant. Sors d'ici avant que je te fasse jeter dehors par la sécurité. Tu as un sacré culot de te montrer après le coup pathétique que tu as fait avec la tente pour enfants. La pièce a éclaté en chuchotements. Le futur beau-père de Kaline, un homme à l'allure sévère qui tenait clairement à sa réputation, s'est levé. Gideon, que se passe-t-il? Qui est-ce? Ce n'est personne, a craché Gideon, sans me quitter des yeux. C'est mon fils, la déception. Il a des problèmes de santé mentale. N'écoutez rien de ce qu'il dit. J'ai regardé le futur beau-père. Je m'appelle Silu, monsieur. Je possède une entreprise de CVC prospère, et je crains que Gideon ait raison sur un point. Il y a bien des problèmes ici, mais ce ne sont pas les miens. J'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti l'épaisse enveloppe en manille de l'hôpital. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai juste tenue, laissant son poids être visible. Kaline a commencé à transpirer. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. Il savait. Il savait que les murs se refermaient et qu'il n'y avait plus d'issue. « Faites-le sortir d'ici !» a crié Kaline, sa voix se brisant. « Maman, fais quelque chose !» Je suis ici pour parler, Kaline, ai-je dit en me tournant lentement vers lui. Je suis ici pour discuter de ce prêt hypothécaire qui n'est pas passé, et de ce petit prêt que toi et maman avez contracté en mon nom. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence d'une tombe. Tous les yeux de la pièce étaient fixés sur nous. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Gideon avait l'air de vouloir me tuer. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. C'était moi qui détenais le pouvoir, et ils allaient enfin devoir regarder le monstre qu'ils avaient créé. J'ai posé l'enveloppe en manille au centre de leur table, juste à côté du centre de table florale. Elle a heurté la table avec un bruit lourd et satisfaisant. Ma mère a tressailli comme si je lui avais jeté une brique. « Je ne pense pas que vous vouliez faire ça ici », a chuchoté Mav, sa voix tremblante. « Silu, s'il te plaît, sortons. Parlons comme une famille. » Comme une famille? Ai-je demandé, les mots résonnant sous les hauts plafonds de la salle de bal. J'ai demandé une famille pendant 31 jours alors que j'étais en soins intensifs. J'ai demandé ma mère quand on m'opérait. J'ai demandé mon père quand je me suis réveillé en hurlant de douleur. Où était la famille alors? Kaline s'est levée, essayant de retrouver son calme. Écoute, mec, je comprends. Tu es blessé. Tu es en colère parce qu'on n'est pas venu te voir, mais ce sont mes fiançailles. Tu gâches tout à cause de ton propre égoïsme. J'ai ri. Ce n'était pas un rire gentil. Il était dur et tranchant. Égoïsme? C'est toi qui as falsifié ma signature pour rembourser ta dette de jeu à un prêteur prédateur. Le visage du futur beau-père est devenu blême. Il a regardé Kaline. Est-ce que c'est vrai?
Kaline a bégayé, son visage devenant blanc comme un linge. Non, il ment. Il essaie de me saboter parce qu'il est jaloux de ma vie. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le document de la caisse de crédit, l'accord de prêt falsifié avec la société écran que mes parents avaient utilisé. Je l'ai brandi pour que toute la salle le voie. Ceci est un prêt de 60 000 $ contracté au nom de Silus CVC Solutions. Mon entreprise a un numéro d'identification fiscale complètement différent et un siège social dans un autre comté. Cette signature est une tentative pathétique d'imiter mon écriture. C'est un crime. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai sorti les dossiers de l'hôpital, ceux qui montraient les infirmières appelant Mav et se faisant dire qu'elle était trop occupée par l'organisation d'une fête. Je les ai posés sur la table. Ce sont les registres médicaux. Ils montrent exactement ce que vous avez dit aux infirmières quand elles vous ont demandé de rendre visite à votre fils en soins intensifs. La salle bourdonnait maintenant. Les gens parlaient, les téléphones sortaient, et le futur beau-père regardait les documents avec une expression d'horreur pure. Ma mère s'est mise à sangloter, mais c'était un sanglot théâtral et faux. « Silu, tu nous détruis », a-t-elle gémi. Nous avons fait ça par amour. Nous voulions juste garder la famille unie. L'amour ? Ai-je demandé en me rapprochant. Vous m'avez abandonné. Vous avez menti à toute la famille. Vous avez dit à tout le monde que j'étais une sorte de reclus qui ne voulait pas être aimé, juste pour ne pas avoir à expliquer pourquoi vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas fait ça par amour. Vous l'avez fait pour votre propre ego. Vous vouliez être les parents parfaits de l'enfant chéri parfait. Et je n'étais qu'un obstacle sur votre chemin. Kaline a essayé d'attraper les documents, mais Declan s'est avancé. Mon oncle est un homme massif. Et quand il a posé une main ferme sur l'épaule de Kaline, Kaline s'est effondrée sur son siège. « Assieds-toi, gamin », a dit Declan, sa voix froide. « Laisse ton frère parler. Ça fait 30 ans qu'il écoute tes conneries. C'est à ton tour d'écouter. » J'ai regardé le futur beau-père. Je ne suis pas ici pour gâcher votre soirée, monsieur. Je suis ici parce que je refuse d'être complice de fraude. J'ai déposé une plainte auprès de la police, et j'ai remis tout ce dossier au service des fraudes de la caisse de crédit. Si le mariage de Kaline se poursuit avec des fonds acquis grâce à ce prêt, je vous suggère de demander à vos avocats d'examiner les papiers très attentivement. Vous ne voudriez pas que le nom de votre famille soit associé à une enquête fédérale. L'homme s'est levé, a pris la main de sa fille et est sorti de la pièce sans un mot de plus. Le reste des invités a suivi, fuyant comme des rats quittant un navire en perdition. En moins de 10 minutes, la salle de bal était vide, à l'exception de moi, de Declan, et de l'épave brisée et tremblante de ma famille. Le silence qui est revenu dans la salle de bal était lourd, épais, avec l'odeur de champagne cher et de rêves brisés. Ma mère était affalée sur sa chaise, son mascara coulant sur son visage entraîné sombre et laide. Gideon semblait avoir vieilli de 20 ans en 20 minutes. Kaline fixait simplement son assiette, ses mains tremblant si fort qu'une fourchette qu'il tenait a cliqueté bruyamment contre la porcelaine. Je suis resté là un moment, à les regarder. Je m'attendais à me sentir triomphant. Je m'attendais à ressentir l'ivresse de la victoire, mais ce ne fut pas le cas. Je me sentais juste fatigué. C'était la même exhaustion que j'avais ressentie à l'hôpital. Le sentiment de déposer enfin un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Tante Freya, qui s'était cachée dans un coin près du bar, a finalement pris la parole. Sa voix était faible, terrifiée. « Gideon, est-ce que c'est vrai? As-tu vraiment falsifié sa signature ?» Gideon n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. J'ai regardé ma mère. « Sais-tu pourquoi je ne suis pas venu ici pour déclencher une bagarre physique ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. « Parce que c'est ce que vous vouliez. Vous vouliez que je sois le colérique, l'instable, l'irrationnel. Vous vouliez que je prouve à tout le monde que vous aviez raison, que j'étais le problème. » J'ai pris une profonde inspiration. Mais je ne suis pas le problème. Je suis celui qui a payé sa propre voix. Je suis celui qui n'a pas volé sa famille. Je suis celui qui a survécu. Kaline leva les yeux vers moi, ses yeux grands et suppliants. Silu, s'il te plaît, dis juste à la caisse de crédit que c'était une erreur. Dis-leur que tu as signé. Je te rembourserai. Je te le jure. Quand l'argent des cadeaux de mariage arrivera, je le ferai.
Je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis approché de la table et j'ai ramassé la boîte de la tente pour enfants que j'avais apportée avec moi, celle que j'avais marquée au marqueur noir. Je l'ai laissée tomber sur la table. Elle a glissé sur la surface lisse et a heurté la poitrine de Kaline. C'est ta nouvelle maison, Kaline. Je te suggère d'apprendre à y vivre, parce que la société qui a émis ce prêt enquête déjà sur la fraude. Tu n'auras peut-être pas besoin d'une maison là où tu vas. Je me suis tourné vers ma mère. Tu voulais que je te cède ma propriété. Eh bien, voici ta réponse. J'ai déjà parlé à mon avocat pour changer mon statut légal. Je ne suis pas votre contact d'urgence. Je ne suis pas votre plan de retraite, et je ne suis certainement pas votre ressource. À partir de ce moment, je suis un étranger pour vous. Je me suis dirigé vers la sortie. Je pouvais entendre ma mère crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Declan m'a suivi, ses pas lourds résonnant dans le silence du club. En arrivant au parking, j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine, un poids qui m'oppressait depuis l'enfance. L'air frais de la nuit était incroyable sur ma peau. C'était la première fois que je me sentais vraiment pur depuis des années. Declan m'a tapoté le dos. Tu as bien fait, gamin. Tu as bien fait. Je n'ai pas répondu. Je suis juste monté dans la voiture et j'ai fermé les yeux. Je savais que les retombées seraient immenses. Je savais que mon téléphone ne cesserait jamais de vibrer de haine du reste de la famille élargie qui finirait par découvrir la vérité. Mais je m'en fichais. Pour la première fois, le silence était le mien. Ce n'était pas le silence de l'abandon. C'était le silence de la paix. J'avais repris ma vie. Et je l'avais fait en leur tendant un miroir de leur laideur, jusqu'à ce qu'il leur soit impossible de l'ignorer. La vérité n'a pas seulement mordu en retour. Elle a tout réduit en cendres. Et honnêtement, j'aime la vue. Les conséquences ont été exactement ce à quoi je m'attendais, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, plus satisfaisante que je n'avais osé le rêver. Le lundi matin, la nouvelle des fiançailles ratées et de l'enquête potentielle pour fraude s'était répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre. Ce n'était pas seulement des ragots. C'était une exécution sociale totale. Les futurs beaux-parents, fidèles à leurs paroles, avaient lancé une enquête formelle. Ils avaient réalisé que toute association avec Kaline, et par extension le désastre financier dans lequel il était impliqué, pourrait ruiner leur propre réputation. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient procéduriers. En 48 heures, ils avaient poursuivi mes parents pour chaque centime des acomptes non remboursables qu'ils avaient payés pour le mariage, citant une fausse déclaration de stabilité financière. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer, mais je n'en ai débloqué aucun. Je les ai gardés enfermés dans une cage numérique. Je connaissais le schéma. Les appels de panique, les messages vocaux désespérés, les textos « je suis désolé », qui n'étaient désolés que de s'être fait prendre. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leurs remords. Leurs remords n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour la perte de leur vie confortable et mensongère. Mercredi, mon avocat, Vance, m'a appelé avec une mise à jour. La caisse de crédit avait gelé tous les actifs associés à la société écran que mes parents avaient créée. Ils faisaient face à un audit. L'employeur de mon père avait été averti, et bien qu'il ne le licenciait pas encore, il avait été mis en congé administratif pendant qu'une enquête interne sur son utilisation des ressources de l'entreprise pour falsifier les documents était menée. Le monde de Gideon s'effondrait. L'homme qui avait toujours été le plus bruyant dans la pièce, l'homme qui m'avait toujours dit quoi faire, se cachait maintenant dans sa maison, refusant d'ouvrir la porte. Kaline, pendant ce temps, avait atteint le point de rupture. Avec le mariage annulé et sa réputation détruite, les gens à qui il devait de l'argent, ceux qu'il avait utilisé ce prêt pour rembourser, n'étaient plus si compréhensifs. Le prêteur prédateur n'était pas une banque avec laquelle on pouvait raisonner. C'était un groupe de personnes qui ne se souciaient pas des dynamiques familiales. J'étais à mon bureau jeudi après-midi quand j'ai reçu une notification m'informant que j'avais reçu un colis. Il avait été laissé à ma réception. Je l'ai ouvert. C'était un mot manuscrit de Kaline. Ce n'était pas une menace. C'était une supplication. Silu, ils sont à la porte. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Maman et papa ne me parlent plus. Ils disent que tout est de ma faute. S'il te plaît, dis juste à la caisse de crédit que tu m'as donné l'argent.
Dis juste que c'était un cadeau. C'est tout ce que tu as à faire. S'il te plaît, Silu. J'ai lu le mot, puis je l'ai apporté au destructeur de documents dans le coin de mon bureau. Je l'ai regardé se transformer en minuscule confetti méconnaissable. Il le faisait encore. Même à la toute fin, il essayait encore de m'utiliser comme sa carte sortait de prison. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que le monde tournait autour de ses erreurs. Je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé la ville. Mon entreprise grandissait. Nous avions un nouveau contrat pour un complexe de bureaux en centre-ville. J'avais un petit cercle de personnes qui se souciaient vraiment de moi. Des gens comme Declan et une équipe de gars qui avaient maintenu les choses en marche pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai réalisé alors que ce n'était pas moi qui avais été abandonné. Ma famille s'était abandonnée elle-même il y a des années, quand ils avaient choisi de vivre dans un monde de mensonges. Ils avaient bâti une vie sur des fondations de sable. Et tout ce que j'avais fait, c'était d'attendre que la marée monte. L'effondrement n'était pas une tragédie. C'était une fatalité. Quand vous passez votre vie à piétiner les gens qui vous aiment, quand vous construisez votre confort sur la souffrance des autres, vous n'avez pas le droit d'être surpris quand le toit s'effondre. Et honnêtement, les regarder se démener dans les ruines de leur propre fabrication, c'était l'expérience la plus paisible de ma vie. J'ai enfin compris que je ne leur devais absolument rien. Ni mon argent, ni ma maison, et certainement pas mon pardon. Si vous appréciez cette histoire de karma ultime, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner à, et me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de gens qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Cela fait maintenant 6 mois. 6 mois de silence. Pas de confrontation dramatique. Pas d'excuses cinématographiques. Juste le bourdonnement calme et constant de ma propre vie, qui est enfin la mienne. J'ai vendu la maison. Je ne l'ai pas vendue parce que j'avais peur qu'il revienne ou parce que je ne pouvais pas me la permettre. Je l'ai vendue parce que cette maison était un monument à une vie que je ne voulais plus. Une vie où je sentais que je devais prouver ma valeur par le travail et le sacrifice. J'ai acheté un loft en ville, plus près du cœur de mon entreprise. C'est plus petit, plus simple, et ça ressemble à un nouveau départ. J'ai eu très peu de contact avec le reste de la famille élargie. Quelques-uns d'entre eux, comme mon cousin Sorin, ont finalement réalisé que leur source d'information était essentiellement des menteurs professionnels. J'ai reçu quelques excuses maladroites par SMS, que j'ai choisi de laisser en lu. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. Je n'ai pas besoin qu'ils valident mes choix. Leurs opinions ont cessé de compter au moment où j'ai quitté cette salle de bal. Mes parents ont déménagé. Je ne sais pas où, et je m'en fiche. Declan m'a dit qu'ils avaient dû vendre leur maison pour rembourser le prêt prédateur et les frais juridiques liés à l'affaire de fraude. Ils vivent maintenant dans un petit appartement, une réalité qui, j'en suis sûr, est écrasante pour des gens qui ont passé toute leur vie à se pavaner comme les rois et les reines de la banlieue. Kaline a un travail sans avenir dans une ville à 3 heures de route, essayant de faire profil bas et d'éviter les ennuis. J'espère qu'il y arrivera. J'espère qu'il trouvera un moyen d'être un être humain décent. Mais je ne retiens pas mon souffle. La chose la plus surprenante de ces 6 derniers mois n'a pas été les retombées. Ça a été la clarté. Vous passez une si grande partie de votre vie à essayer de gagner l'approbation de personnes incapables de la donner. Vous vous tuez à la tâche pour être le bon fils, le frère fiable, le pourvoyeur généreux, tout en étant traité comme une ressource invisible. Et puis un jour, vous arrêtez. Vous arrêtez simplement, et le monde ne s'arrête pas. Le lit d'hôpital, cette prison froide et stérile avec le fauteuil vide. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elle a dépouillé toutes les illusions. Elle m'a forcé à affronter le fait que j'étais en train de mourir seul, parce que je vivais pour des gens qui n'existaient pas. La famille pour laquelle je me battais était un fantôme. Une fantaisie que j'avais nourrie de mon propre sang et de ma sueur. Une fois que j'ai laissé le fantôme mourir, j'étais enfin libre d'être en vie. J'ai un petit groupe d'amis maintenant. Nous n'avons pas de lien de sang. Nous n'avons rien de cette histoire toxique et compliquée. Nous sommes juste là. Quand l'un de nous est malade, nous apportons de la soupe. Quand l'un de nous a des difficultés, nous écoutons. Nous n'exigeons pas. Nous ne manipulons pas. Et nous ne demandons pas de cadeaux que nous n'avons pas mérités. C'est simple. C'est honnête,
et c'est suffisant. Je pense parfois à ces 31 jours de silence. Je pense à l'homme que j'étais avant, le gars qui aurait donné sa maison juste pour entendre sa mère dire « Je suis fier de toi ». Cet homme est mort. Il est mort dans cet hôpital. Et je suis content qu'il soit parti, parce que l'homme qui l'a remplacé, il n'a besoin de l'approbation de personne. Il possède sa propre maison. Il construit son propre avenir. Et il sait exactement où il en est. Il y a une étrange sorte de paix à savoir que vous avez fait tout ce que vous pouviez. En y repensant, je ne regrette pas la confrontation. Je ne regrette pas la révélation. Je ne regrette même pas la façon dont je leur ai envoyé cette tente pour enfants. C'était mesquin, bien sûr, c'était colérique, absolument, mais c'était aussi la première fois en 32 ans que j'avais le courage de dire non. Et dire non à des gens qui ont passé toute votre vie à vous apprendre que votre seule valeur réside dans ce que vous pouvez leur fournir, c'est la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire. Les gens me demandent souvent, il ne te manque pas? Ce n'est pas solitaire? Ils agissent comme si le sang était une sorte de lien magique et incassable que vous devez endurer, peu importe à quel point il vous empoisonne. Mais la solitude, ce n'est pas d'être seul. La solitude, c'est d'être assis dans une pièce pleine de gens qui ne vous voient pas, qui ne vous respectent pas, et qui essaient constamment de vous arracher des morceaux pour alimenter leur propre égoïsme. C'est ça, la vraie solitude. Être seul dans mon nouveau loft, avec les lumières de la ville par ma fenêtre et la certitude que je suis enfin en sécurité, ce n'est pas de la solitude. C'est la liberté. J'ai vu une publication sur les réseaux sociaux récemment. C'était une photo de mes parents devant leur nouvel appartement. Ils avaient l'air vieux. Pas seulement en âge, mais en esprit. Le feu, l'arrogance, la performance, tout avait disparu. Ils ressemblaient à deux personnes qui avaient passé toute leur vie à jouer et qui avaient finalement réalisé que la maison gagne toujours. Je n'ai pas ressenti de joie pour eux, et je n'ai pas ressenti de tristesse. Je me sentais juste détaché, comme si je regardais un film sur des personnages que j'avais connus il y a une éternité. Kaline a de nouveau pris contact la semaine dernière. Un texto court et simple. Je suis désolé, Silu. J'ai merdé. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué à nouveau, car cela impliquerait qu'il a encore assez de pouvoir pour m'ennuyer. J'ai juste supprimé le message. Des excuses qui n'arrivent que lorsque vous avez tout perdu ne sont pas des excuses. C'est juste une tactique. Je vais de l'avant. Mon entreprise est florissante. Je me concentre sur des projets qui comptent pour moi. Et je suis entouré de gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. J'ai réalisé que le plus grand cadeau que j'ai jamais fait à Kaline n'était pas ma maison ou mon argent. C'était le cadeau des conséquences. Pour la première fois de sa vie, il a dû affronter la réalité de ses choix. Et ça, plus que toute autre chose, était la seule chance qu'il ait jamais eue de devenir un homme. Mon histoire n'est pas unique. Je sais qu'il y a des milliers de personnes en ce moment même, assises dans leur propre fauteuil vide. Des gens qui sont manipulés, saignés à blanc et rejetés par les personnes même qui avaient promis de les aimer inconditionnellement. Des gens qui attendent un appel qui ne vient jamais, ou un visiteur qui est trop occupé pour s'en soucier. Si vous êtes l'une de ces personnes, écoutez-moi. Vous n'êtes pas une ressource. Vous n'êtes pas un outil. Et votre valeur n'est pas définie par la part de vous-même que vous pouvez abandonner pour maintenir une famille toxique dans son confort. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire non. Et vous avez le droit de construire une vie qui ne les inclut pas. Alors voici ma dernière question pour vous. Pensez aux personnes dans votre vie que vous considérez comme votre famille. Si vous deviez tout perdre demain, si vous deviez vous retrouver dans ce même lit d'hôpital à vous battre pour votre vie, qui serait assis dans ce fauteuil? Seraient-ce les personnes qui partagent votre sang? Ou seraient-ce les personnes qui vous ont soutenu quand vous n'aviez rien à donner? Si vous avez déjà dû apprendre à la dure qui se présente vraiment pour vous, vous savez déjà exactement où cette histoire se situe. Elle vit dans les moments calmes de réalisation. Les moments où les mensonges s'effacent enfin et où vous voyez la vérité de votre situation. Ai-je été trop dur? Suis-je allé trop loin en exposant leur fraude, en ruinant les fiançailles, en les coupant complètement de ma vie? Certaines personnes pourraient dire oui. Elles diront que la famille, c'est pour toujours, et que l'on n'a qu'un seul couple de parents. Mais j'ai appris que la famille est un verbe, pas un nom. C'est quelque chose que l'on fait, pas quelque chose que l'on est.
Si vous ne faites pas le travail de prendre soin, de protéger et d'être présent, alors vous ne méritez pas le titre. Vous n'êtes qu'une personne qui se trouve partager un nom. Et les noms sont la chose la plus facile au monde à changer. La vérité, c'est que je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je suis la victime qui a décidé d'arrêter de jouer le rôle. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai juste arrêté de soutenir la fausse version d'eux-mêmes qu'ils utilisaient pour m'exploiter. Quand vous arrêtez d'agir comme une victime, les gens vous traiteront de monstre. Ce n'est pas grave. Laissez-les faire. Être le monstre qui protège sa propre vie est bien mieux que d'être le bon fils qui meurt dans un lit d'hôpital, en attendant des gens qui ne se sont jamais souciés de savoir s'il vivait ou mourait. Merci d'avoir écouté mon histoire. Elle n'a pas été facile à raconter, et il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver au point où je pouvais y repenser sans ressentir cette vieille douleur familière, mais la raconter a fait partie de mon propre processus de guérison. C'était une façon de reconnaître la blessure, de reconnaître la trahison, et de finalement passer à autre chose. Si vous avez une histoire comme celle-ci, si vous avez dû faire le choix difficile de protéger votre propre santé mentale contre des personnes qui étaient censées vous aimer, je veux l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Savoir que vous n'êtes pas seul est le premier pas pour reprendre votre propre pouvoir. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ont leur propre version de fauteuil vidé de tentes pour enfants. Nous sommes une communauté de gens qui ont appris à la dure. Et il y a tellement de force à savoir que vous n'êtes pas le seul à avoir dû vous choisir. C'était Silu, et c'est ma vérité. Merci d'en avoir fait partie. Merci encore d'avoir regardé, et rappelez-vous, vous méritez que l'on soit là pour vous. Ne laissez jamais personne vous faire sentir le contraire. Prenez soin de vous, et à la prochaine fois.